Bonsoir à tous et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité récente au Bénin, celle de cette tentative de coup d'État déjouée. Quelle lecture peut-on en faire? Vient-elle bousculer l'ordre de la succession du président Patrice Talon, dont le second mandat s'achèvera en 2026? Peut-on parler de véritable tentative de coup d'État ou coup de bluff? Pour y répondre, je suis entourée de Jacques Monombo. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci de m'accueillir. Je rappelle que vous êtes ingénieur géologue et analyste politique. C'est ça. Sedi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Et enfin, autour de cette table, nous avons Frédéric Tchoungui. Vous êtes analyste politique. Merci de me recevoir. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. On va rappeler rapidement les faits. Donc, cette tentative de coup d'État, elle s'est déroulée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. L'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Olivier Bocco, partenaire d'affaires du président Talon, a quant à lui été interpellé dans l'heure qui a suivi par la brigade criminelle. C'est dit que d'abord, est-ce que cette tentative de coup d'État, elle est étonnante? Oui, dans le contexte actuel du Bénin où il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de tension politique à proprement parler, où tout semble se dessiner, le président Talon ayant réaffirmé à plusieurs occasions qu'il n'est pas candidat à sa succession, et le Bénin étant un pays où habituellement les élections s'organisent et celui qui a gagné. C'est comme ça que Talon lui-même est arrivé au pouvoir, alors qu'il n'a pas une trajectoire politique. On l'a plus connu comme un homme d'affaires que comme un homme politique. Et le jeu politique étant très ouvert au Bénin, il a pu se faire élire. Donc le contexte dans lequel cette tentative de coup d'État intervient est assez surprenant. Le timing pour une prise de pouvoir, on ne fait pas un coup d'État à la veille d'une élection présidentielle, puisque la présidentielle c'est bientôt. Et en plus de cela, sans doute qu'on va y revenir, les éléments pour l'instant qui ont été présentés pour moi présentent une grande fragilité. Pour moi qui ai souvent écrit sur des coups d'État sans en être spécialiste, j'ai écrit 2 ouvrages sur les coups d'État. Je sais que le coup d'État ne repose pas que sur le financement. Les éléments qui ont été prouvés, c'est ces numéraires-là, cette importante somme d'argent en cash qui a été produite. Mais pour faire un coup d'État, le coup d'État étant une conspiration, il y a en plus du financement d'autres éléments et sans doute dans la discussion, on va revenir à ça. On va revenir là-dessus, messieurs. Votre réaction? Déjà, il faut dire que le Bénin est un cas d'école en Afrique francophone. Le Bénin a toujours été considéré comme le laboratoire de la démocratie, un pays vraiment modèle en ce qui concerne la démocratie. Et ceci est dû au fait qu'au Bénin, il y a eu des réformes politiques significatives. C'est aussi grâce, par exemple, à sa stabilité, mais aussi, on va dire, à des transitions pacifiques du pouvoir qu'on a toujours assisté dans ce pays-là. Et nous voyons très bien que depuis un certain moment, depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, il y a quand même quelques régressions au niveau de la presse, la liberté d'expression, la politique regresse, il y a des emprisonnements et tout le reste. Bon, nous avons assisté quand même à un scénario politique, il y a quelques jours, vous l'avez si bien dit, d'une tentative de coup d'État. Et on voit très bien que les gens qui seraient impliqués, je préfère rester au conditionnel parce qu'on n'a pas encore donné tous les éléments, les gens qui seraient impliqués feraient partie de la famille politique et amicale du président de la République. Donc ce sont ses proches. La question véritable que l'on peut se poser, qu'est-ce qui a véritablement causé en fait l'intention de vouloir chercher à déposer le président de la République? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est réellement un coup d'État ou un coup d'éclat ou encore une pure fiction, parce que l'Afrique nous habitue un peu à ce genre de scénario. C'est ce qu'on va essayer un peu de décrypter le long de cette émission pour essayer un peu d'avancer des arguments, allant un peu dans ce sens. Frédéric. Alors, moi en 2016, je me souviens, lors de la passation de pouvoir entre M. Talon et son prédécesseur, j'étais vraiment enthousiasmé. Parce que vous savez, parfois, sur notre continent, les élections riment souvent avec discorde et non pas avec entente. Donc lorsqu'il y a eu cette passation de pouvoir pacifique, j'étais vraiment enthousiasmé. Je me souviens même, j'avais tweeté concernant cette passation,
comment dire, mon affection et toute mon admiration par rapport à ces événements. Effectivement, lorsque M. Talon prend le pouvoir, on se rend compte, par exemple, 3 ans plus tard, en 2019, lors des législatives, qu'il a mis en place un nouveau système, un nouveau code électoral qui a fait en sorte que les oppositions soient déjà un petit peu muselées. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-il parti dans cette direction-là. Et maintenant, aujourd'hui, donc, il y a cet événement qui se passe. Et nous sommes, moi personnellement, je suis un peu circonspect parce qu'on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il y a réellement eu tentative de coup d'État comme amorcé ou est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire et totalitaire du régime de M. Talon? C'est les questions qu'on peut se poser. Maintenant, effectivement, on n'a pas encore toute la lumière sur l'histoire, sur les tenants et les aboutissants de cet épisode. Nous attendons plus dans les jours à venir, mais je pense que c'est déjà quand même assez significatif de voir qu'il y a eu emprisonnement, oui, aussi il y a musulman. Je souhaite aussi dire quand même pour l'adage de M. Talon que lorsqu'on s'éloigne des questions politiques, mais qu'on ne va plus dans les questions aussi économiques, il a fait énormément de bonnes choses pour le Bénin, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs et entrepreneurs maintenant qui vont au Bénin et le Bénin est quand même assez vu en Afrique de l'Ouest comme le Rwanda d'Afrique de l'Ouest de par sa vision et la mise en place des politiques. Donc, pour le moment, on peut faire ce décryptage. On parlait à l'instant justement des personnes qui ont été interpellées et des proches. Je voudrais qu'on s'intéresse à Olivier Boko. Qu'est-ce qu'on sait de ces personnes interpellées? Pour rappeler à nos téléspectateurs, quelle relation il entretenait avec le président Patrice Talon? Bon, déjà, Olivier Boko, c'est, on va dire, un proche du président Talon. C'était son ami, très intime, un homme d'affaires comme lui aussi. Voilà le point qu'ils ont en commun tous les deux. Et le président Patrice Talon, c'est un homme d'affaires et Olivier Boko également était un homme d'affaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, il devenait de plus en plus un élément gênant à côté du président. Du fait que lui, déjà, il a laissé transparaître un peu ses intentions de vouloir challenger le président. Bon, en fait, de vouloir challenger en 2026 le candidat à la présidentielle on va dire quoi, pendant les élections qui vont se dérouler en 2026. Et de ce fait-là, il a même mis en place un mouvement que l'on a dénommé voilà, Benin Objectif 2026, en sigle OB26. Et on voit très bien que c'est un monsieur qui caresse déjà le rêve de vouloir devenir un président du Bénin. Et déjà ça a fait que ça froissait un peu de mon point de vue son ami qui est le président Patrice Talon. Et aujourd'hui, dans cette implication, dans cette affaire de tentative de coup d'État, mais il n'est pas le seul, parce que je veux quand même vous rappeler ici qu'ils étaient 3 au départ. On a parlé de Olivier Boko, on a parlé de Omiki, qui était l'ex-ministre de Sport, mais il y a également la garde commandant de la garde républicaine. De la garde républicaine. Ce qui est paradoxal, c'est que les deux, c'est-à-dire les 2 premiers que j'ai mentionnés, ont été arrêtés. Actuellement, ils sont en prison. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore ouvert le dossier. Ils n'ont pas encore été jugés, tout le reste. Mais c'est que le 3e, aujourd'hui, jouit de sa liberté. Et ça, c'est un problème. Est-ce que véritablement, il s'agit là d'une réelle conspiration ou encore c'est une sorte de fuite en avant de la part du président, sachant que déjà que Olivier Boko caresse le rêve de vouloir devenir président de la République? Est-ce que cela n'a pas peut-être, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas peut-être froissé Talon? Et ce faisant, comme on dit, l'adage dit, lorsqu'on ne veut plus de son chien, on l'accuse de rage. Donc c'est ce qu'on va essayer un peu de voir dans les arguments qu'on va évoquer voilà, le long de cette émission. Oui, Olivier Boko, pour parler de lui, vous savez, le Bénin a une particularité. Et quand vous prenez, ça a été rappelé, il y a eu récemment, et c'est venu renforcer, le fait qu'au Bénin, il faut avoir de l'argent pour faire la politique. Sans doute, il faut plus avoir de l'argent que des idées pour faire la politique. Et les gens ont compris, c'est que si vous prenez le profil des 2 derniers présidents du Bénin, que ce soit le président Talon ou le Yahi Boni était un banquier. Il était président de la BOAD et il a compris que pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Donc, à force de financer les partis politiques et de financer même des candidats aux différentes compétitions politiques,
ceux qui les financent ont compris qu'eux-mêmes peuvent devenir rois. Ça ne sert à rien de financer des gens et se sont lancés dans la politique comme Yahi Boni, comme aujourd'hui Patrice Talon, qui a beaucoup d'argent qui est un homme d'affaires, qui a travaillé dans le coton, qui s'est enrichi avec une holding assez diversifiée. Et Olivier Boko aussi est un homme d'affaires. Donc ils ont en commun cette ambition de faire des affaires. Ils ont eu sans doute un compagnonnage sur le plan des affaires. Et à mon avis, le fait que le président Talon ne soit plus dans la capacité de faire directement des affaires en tant que chef d'État, vous savez, dans tous les pays, c'est presque incompatible d'être chef d'État et homme d'affaires en même temps. Si jamais vous devez vous attribuer des marchés publics, par exemple, alors que vous-même... Et Olivier Boko prend trop de place à ce moment-là? Non, Olivier Boko a, je pense, jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce qu'il commence à afficher ses ambitions politiques, n'avait pas de problème. Il avait un partenariat, il avait une proximité. Et peut-être même que le président a continué à faire des affaires à travers lui. Mais à partir du moment où il a affiché cette ambition politique, il a commencé à devenir gênant. Peut-être que le président Talon avait, lui, son propre plan à lui pour... pour dessiner sa propre succession. Peut-être que lui-même, on ne sait pas, puisqu'on a pu le voir en Afrique, n'a pas totalement renoncé, puisque c'est des choses qui sont arrivées. Il est arrivé plusieurs fois que des gens disent on ne va pas se présenter et qu'il se présente. Donc c'est à partir de, en tout cas, lorsqu'on regarde un peu de façon factuelle la dégradation des relations entre Boko et Talon, c'est à partir du moment où Boko a commencé à afficher ses ambitions, a commencé à mettre en place sa structure, et nos confrères de Africa Intelligence ont même rapporté qu'il y a eu une réunion entre Talon et Boko, au cours de laquelle Talon aurait fait part à Boko de presque, en tout cas, il lui a fait des remontrances sur cette façon de vouloir lui succéder. Vous savez, comme dit l'adage souvent, le roi ne veut pas qu'on veuille lui succéder alors qu'il est vivant. Donc peut-être que ça a pu créer la frustration, ça a amené à la situation d'aujourd'hui. Et comme on l'a dit en début d'émission, aujourd'hui en tout cas, les éléments de preuve qui sont versés sont très fragiles. Parce que le simple fait qu'on montre de l'argent ne suffit pas pour faire la démonstration d'une conspiration. L'argent n'est pas le seul élément du coup d'État. Lorsqu'on fait des coups d'État dans des pays où ça a eu lieu, il y a d'autres éléments qui viennent faire de la conspiration. À mon avis, à l'état actuel du dossier, aucun magistrat ne peut entrer en voie de condamnation. Frédéric Tchungui. Alors, on a l'impression qu'on est dans un bis repetita de la situation politique, que ce soit dans la CEDEAO, que ce soit plus largement en Afrique subsaharienne. On a l'impression que à chaque fois qu'un président est presque à terme, il a du mal à lâcher le pouvoir. On l'a vu dans plusieurs pays que je ne vais pas citer. Mais nous avons l'impression qu'on est toujours dans ce schéma. Et c'est bien dommage, parce que ça dénote la fragilité de nos institutions, la fragilité de nos modèles politiques, la fragilité de l'ensemble de l'écosystème, comme je l'ai dit, politique. Et nous avons donc cette difficulté-là à passer un cap sur notre continent. Il y a toujours, même lorsqu'il y aura une démocratie qu'on pense être solide, il y aura toujours un moment précis quelque chose qui va se passer. Je prends le cas du Sénégal très récemment, je peux prendre aussi le cas même de la Côte d'Ivoire très récemment et d'autres pays. Donc nous sommes un peu dans cette fragilité démocratique qui nous caractérise aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, de manière générale, ici sur le plateau, nous sommes à peu près dans le consensus que le Bénin nous a démontré sa vision et son envie de démocratie. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation et on a le droit de se poser la question maintenant, jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand on sera dans ces modèles politiques fragiles, jusqu'à quand on aura du mal à se crédibiliser aussi par rapport au modèle qu'on a choisi, par rapport au modèle que les gens ont choisi. Donc c'est un peu ça la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qu'on doit, je pense, passer pour pouvoir passer un cap significatif. Je voudrais qu'on revienne sur les conditions d'arrestation d'Olivier Boko. Il y a un collectif d'avocats qui a tenu une conférence de presse ces derniers jours et qui dénonçait justement ces conditions d'arrestation. Est-ce que ça traduit, est-ce que ça confirme plutôt le flou autour de cette tentative de coup d'État? Est-ce que ça traduit la dérive autoritaire dont est accusé Patrice Talon? Bon, mais déjà, comme je l'ai dit tantôt, en fait, ils étaient 3 qui avaient été impliqués dans cette affaire. Mais il se trouve qu'il n'y a que 2 personnes qui ont été retenues, qui ont été envoyées en prison jusque-là.
Et la troisième personne, effectivement, est libre de ses mouvements. Et qu'est-ce qu'on reproche à Olivier Boko et l'ex-ministre de Sport? Voilà, on leur reproche le fait que, voilà, on leur reproche le blanchiment d'argent public, la corruption, mais aussi l'atteinte à la souveraineté de l'État. Vous voyez très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui la justice béninoise est tout à fait impartiale ou encore neutre? Sachant très bien qu'en Afrique, généralement surtout l'Afrique francophone, nos pays sont un peu sous la domination néocoloniale. Ça se trouve que la justice généralement est inféodée au pouvoir en place. Est-ce que la justice béninoise va dire vraiment le droit ou encore elle serait pas peut-être un peu corrompue? Pourquoi on essaie de les faire subir peut-être des actes qu'ils n'ont pas posés? Et tout tourne autour de la politique. Parce que n'oubliez pas, en fait, lorsqu'on est président de la République et qu'on exerce le pouvoir, on a l'impression qu'on a en sa possession une machine infernale. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a de l'autorité. Et lorsqu'on a de l'autorité, en fait, on peut se permettre de tout faire si on n'a pas la maîtrise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la justice devrait faire son travail, la justice devrait vraiment dire le droit pour que, voilà, justement, les deux personnes qui sembleraient être impliquées dans cette affaire puissent au moins savoir si réellement ils ont fauté ou pas. Parce que n'oublions pas quand même que l'échéance du mandat de Patrice Talon, c'est en 2026. Donc plus tôt on aurait réglé ce problème-là, mieux ce serait, parce que l'autre déjà, au nom de Olivier Boko, lui veut vraiment challenger le prochain candidat à l'élection présidentielle de 2026. Donc la justice devrait vraiment au plus vite essayer un peu de regarder ce dossier-là, l'ouvrir et puis le traiter déjà au plus vite. Non, ce qui est assez surprenant, et habituellement, quand il y a une conspiration, quand il y a une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, de déstabilisation de l'État, on suit les personnes qui portent ce projet. On les fait suivre par les services spéciaux jusqu'à ce qu'on ait des relevés d'écoute téléphonique, des preuves qu'ils ont tenu des réunions, des preuves que la conspiration a commencé à se mettre en place. Et là, on a l'impression qu'il y a eu une précipitation. À part l'argent, on n'a pas d'autres éléments qui montrent que les gens se sont réunis. Quand on fait une conspiration, il y a des réunions qui se font. Souvent, on laisse ceux qui veulent vraiment apporter la preuve que la conspiration a existé. Ils laissent souvent jusqu'à même ce qu'on élabore un projet de déclaration de prise de pouvoir, d'autres éléments matériels qui prouvent. Donc, on ne comprend pas si, puisque l'État, le pouvoir béninois est au courant de ce projet, il aurait pu, pour en tout cas lever tout doute, tout scepticisme, il aurait pu suivre les concernés, les traquer, avoir des écoutes téléphoniques, etc., qui rendent de façon, comme disent les avocats, bétonner le dossier avant de venir le présenter. Mais dans le cas d'espèce, comme vous avez dit, les avocats attendent des éléments de preuve. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments de preuve. Bon, à part, vous savez comment les conditions dans lesquelles, en tout cas, à en croire ce que l'on sait, Olivier Boko a été arrêté. On lui a dit de venir, il est venu tranquillement, parce que sans doute que quelqu'un qui est dans une conspiration et qui sait qu'il est dans une conspiration, si on lui dit de venir, il va traverser pour aller à Lagos. Lagos n'est pas loin de Cotonou. Donc s'il est venu tranquillement, c'est parce que placé sous mandat de dépôt après le 1er octobre. Oui, il est venu tranquillement, on l'a arrêté, il est venu dans sa propre voiture, etc. Donc les éléments qui ont été rapportés de son arrestation, plus les autres éléments que les avocats ont évoqués, quand même, continuent de... C'est un dossier encore trop maigre pour l'instant. Alors, je pense qu'on est... Le gros problème dans ce type d'affaires, c'est que le régime politique met en place des hyper-présidents. Ce que j'entends par hyper-président, ce sont des présidents qui ont la possibilité de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont faire en sorte de museler plus ou moins les velléités de tel ou tel opposant politique. Bon, dans le cas, ce n'est pas un opposant politique à proprement dit, parce qu'il est plutôt dans la sphère de M. Talon. Mais nous avons ces problèmes-là un peu partout en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'échiquier politique, de manière générale, on se rend compte que à l'aube des élections, ou bien dans le processus des élections qui mène aux élections, il y a souvent des affaires comme celle-là. C'est-à-dire qu'on va réquisitionner, par exemple, la justice pour pouvoir mettre en prison tel ou tel opposant politique qu'on juge gênant, ou on va encore mettre en place certaines malversations pour pouvoir
garder le pouvoir. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce système-là aujourd'hui au Bénin. C'est-à-dire qu'on prend de l'avance. Vous savez, 2026, c'est proche, mais c'est aussi loin. Dans le sens où on a le temps de casser complètement la réputation d'un opposant pour faire en sorte qu'ensuite, il ne puisse pas se présenter. Bien sûr, ce sont des hypothèses. Hein? J'émets des hypothèses parce qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de l'affaire. Mais on sent qu'on tend vers là. Et c'est pour ça que je regrette, encore une fois, qu'on soit toujours dans ce champ lexical-là. C'est-à-dire le champ lexical de les élections sont en train de se préparer. Et nous quand je dis nous, donc monsieur le président en exercice ou des membres de son gouvernement, mettent en place un système pour casser les élections et faire en sorte qu'on se retrouve encore rétrograde et qu'on se pose encore la question. Et c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, mes co-panélistes, c'est de savoir est-ce que le système politique dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système adapté à notre culture de manière générale. C'est vrai que je vais un peu loin. On y reviendra peut-être en deuxième partie mais je pense qu'il faut se poser la question. Sidi Kaba, Jacques Munombo, pardon, vous êtes d'accord avec cette idée de prendre de l'avance, de devancer un potentiel concurrent en l'écartant comme ça, en le déstabilisant? Bien sûr que oui, parce que déjà en Afrique, lorsqu'on est président de la République, il est très difficile vraiment de faire ses mandats et puis s'en aller tranquillement. C'est-à-dire plus on exerce le pouvoir, plus on prend goût, plus le tapis rouge est là. On a l'impression vraiment on cherche à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans le continent, nous avons des présidents aujourd'hui qui sont là depuis plus de 20 ans, 30 ans, mais ils sont toujours là. Même le Bénin. Même le Bénin, effectivement. C'est pas... on se souvient de ce qui est arrivé à Rakia Madougou. Exactement. On se souvient de ce qui est arrivé à Joël Aïvo. Exactement. Qui est un professeur de droit, qui a même eu ses propres étudiants en face comme magistrat. Exactement. Ces deux-là ont été condamnés, l'un à 25 ans de prison, l'autre à 20 ans de prison. Justement. Alors que fondamentalement, les éléments dont ils sont accusés, c'est leur opposition politique à Patrice Talon. Et je pense que ce que vous avez dit et qui, à mon avis, est très important aujourd'hui pour la démocratie en Afrique, c'est que la justice est le maillon faible, presque devenu le maillon faible de la démocratie. Parce que à part le Sénégal, où le Conseil constitutionnel a été capable de jouer le rôle qu'il a joué, ailleurs, on instrumentalise souvent la justice. Et ça, si on ne règle pas la question de la justice, à mon avis, la démocratie restera toujours fragile en Afrique. Parce que généralement, la justice en Afrique est souvent inféodée au pouvoir en place, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, ce que je disais, c'est qu'effectivement, en fait, pour le cas de Patrice Talon, c'est un cas spécifique. Vous allez remarquer que depuis son premier mandat, déjà depuis 2019, lorsqu'il y a eu les élections législatives, effectivement, l'opposition avait fait appel au boycott. Vous imaginez, il y avait eu des manifestations et tout le reste. En fait, les gens déjà avaient compris que tout ce qu'il avait promis, il n'avait pas réalisé. Parce que lui, lorsqu'il battait campagne, il avait dit quoi? Il avait fait comprendre aux Béninois qu'il ferait du Bénin la première économie numérique de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et jusque-là, pas de résultat. Et il arrive en 2021, en fait, il avait même dit, pendant même son premier mandat, qu'il était là juste pour faire un seul mandat et puis partir. Mais on a vu très bien qu'il a cherché à faire un deuxième mandat. Monsieur a parlé tout à l'heure de Rakia Madougou. Rakia Madougou, en fait, c'est une dame qui a été 2 fois ministre sous le régime de Yaya Boni. Et je pense que c'est elle qui a été même choisie comme candidate de l'opposition, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, dont Yaya Boni est le président d'honneur. Mais on voit très bien que cette dame-là est en train de couper en prison. Et le 27 novembre 2023, Yaya Boni, avec sa délégation, était allé rencontrer le président Patrice Talon, dont ils se sont entretenus pendant 4 heures du temps. J'ai suivi vraiment cet entretien-là, où Yaya Boni demandait à ce qu'on puisse libérer, gracier, amnistier les opposants politiques qui sont en prison. Mais le président Patrice Talon est resté ferme dans sa position. C'est comme s'il ne voulait rien entendre de cette liberté des opposants politiques. Donc on voit très bien que c'est quelqu'un quand même, on peut dire aujourd'hui, qui a veillé à ce qu'il soit un peu seul sur la scène politique béninoise. En fait, toutes les personnalités qui le gênent, il est obligé soit de les envoyer en prison ou encore en exil. Et c'est le cas, par exemple, de Sébastien Ajavan. Sébastien Ajavan, en fait, c'est le faiseur de roi, parce que c'est lui qui avait demandé à ce qu'on puisse voter le président Patrice Talon au 2e tour de l'élection présidentielle en 2016. Mais aujourd'hui, il a été contraint en exil. Je crois qu'il doit habiter ici à Paris. 20 ans de prison, il ne peut pas rentrer au Bénin. Ça, c'est un. Donc, on l'a écarté. Bon, vous prenez Lionel Zouzi. Lionel Zouzi qui avait challengé avec le président Patrice Talon. Lui, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui colle d'abord 5 ans d'illégitimité et 6 mois de prison. Donc, le gars ne peut pas se positionner. Ça aussi, on l'a mis de côté. Bon, vous prenez, voilà, ils sont un peu nombreux comme ça et tout. Il y a même ex-ministre de Finances qui se trouve aux États-Unis. Lui aussi, on l'a collé 20 ans de prison, comme quoi
qu'il serait dans l'affaire de drogue, cocaïne, etc. Et tout. Donc on voit très bien que c'est un monsieur qui est en train de faire une sorte de toilettage sur la scène politique béninoise, mais seulement il y a une ambiguïté parce que jusque-là, nous savons très bien que la Constitution ne lui permet plus de se positionner, de se représenter pour un troisième mandat. Ça lui interdit ça, la Constitution béninoise. Mais le hic, c'est qu'il y a une sorte d'opacité. En fait, il ne déclare pas encore, il ne dit rien si et seulement s'il est en train de préparer un dauphin, il ne dit pas. Donc ça laisse le peuple béninois dans on va dire quoi? Exactement, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'obscurité totale, ils ne comprennent pas. Est-ce que le type ne va pas caresser aussi le rêve de vouloir changer, modifier la Constitution ou encore faire un troisième mandat? Donc voilà un peu le véritable problème qui rentre en jeu aujourd'hui au Bénin. Donc je me dis que voilà, le président Patrice Talon devrait comprendre qu'à un certain moment, lorsqu'on arrive au pouvoir, on exerce le pouvoir. Peu importe les problèmes, mais le pouvoir, c'est bien pour un temps. Mais après, il faut partir parce que le poste de président de la République, en fait, ce n'est pas un métier, mais c'est juste, on va dire quoi? Une fonction. C'est une fonction, voilà. Donc, on arrive aux affaires, on fait la mission dont on avait été assigné et puis on part. Parce que le Bénin a commencé, non pas avec lui, il est venu trouver le Bénin. Sûrement, lorsqu'il partira, il y aura aussi un dit fils du Bénin qui pourrait le remplacer. Alors, juste pour réagir à ce que vous avez évoqué, je pense que le point culminant de tout ça, c'est en 2019, lors des élections législatives. Et je pense que c'est vraiment sur cela qu'on doit faire un focus aussi, par rapport aux événements, parce que je pense que c'est un dénivelé ensuite de décisions politiques qui sont prises par rapport à la conservation du pouvoir. Lorsque M. Talon et son gouvernement prennent la décision de modifier le code électoral pour le rendre plus compliqué et plus difficile pour l'opposition, avec différentes clauses qui ont été mises à l'intérieur, et vous avez parlé tout à l'heure de boycott, effectivement, on se rend compte déjà qu'il y a une dérive autoritaire, parce que lorsqu'on prend la décision de modifier les textes juridiques d'un scrutin, on se rend bien compte que, in fine, c'est pour la conservation du pouvoir. Parce que lorsque, petit à petit, comme vous l'avez évoqué, je paraphrase un petit peu, il y a on veut tuer l'opposition en réalité. Lorsqu'on change le code électoral, on veut tuer l'opposition. Moi, pour avoir fait du droit, je sais pas pertinemment que le droit, c'est la base de tout. Donc, lorsqu'on s'attaque au droit et qu'on se permet de le modifier, ça veut dire qu'on nous permet de le modifier pour le rendre plus exclusif qu'inclusif. On est vraiment dans cette démarche-là de casser l'ensemble de l'opposition pour pouvoir avoir un boulevard directement qui va nous mener vers les échéances futures. Et ça se confirme aujourd'hui, malheureusement. Ça se confirme aujourd'hui avec le fait qu'on ait mis donc ce futur challenger. Mais je veux revenir quand même sur un aspect où je suis peut-être en contradiction avec mon copanéliste, même si dans l'ensemble je partage son propos. C'est le fait que M. Talon est quand même au niveau économique, quand même entrepris beaucoup de choses. Lorsque vous regardez je suis ami avec beaucoup d'influenceurs qui vont beaucoup sur le Bénin pour mettre en avant la culture du Bénin. C'est-à-dire la culture du Bénin, c'est-à-dire qu'il veut vraiment rendre le Bénin attractif. Maintenant, je pense qu'il n'aura pas le temps. Est-ce que les deux s'opposent? Est-ce qu'on peut ne pas vouloir maintenir le pouvoir politiquement et à côté non, c'est ce que je suis en train de dire. Sur le bilan de Talon, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Moi, j'étais au Bénin il n'y a pas très longtemps. Par exemple, le recul de la corruption de la rue. Aujourd'hui, au Bénin, il y a beaucoup d'infractions financières. Vous ne pouvez pas les payer en cash. Vous êtes obligé de payer de façon numérique. Vous payez soit avec votre téléphone, soit vous ne pouvez pas remettre de l'argent à un policier parce qu'il vous a donné une contravention. Donc ça, ce sont des acquis de sa gouvernance. Sur le plan de la digitalisation, il a digitalisé beaucoup de services. Il les a rendus plus fluides, plus efficaces et les partenaires même en sont satisfaits, ont accompagné le Bénin. Sur le plan de sa gouvernance économique, je pense que la réussite personnelle qu'il a pu avoir, il a essayé d'en tirer des éléments pour faire avancer le Bénin. Ça, je pense que sur ce plan, il n'y a pas de discussion. Maintenant, sur le plan, je pense que comme lui-même aime beaucoup son pouvoir, tous ceux qui donnent l'impression que ça peut déranger le pouvoir, il ne le tolère pas. Et il a été rappelé, à juste raison d'ailleurs, que c'était la première fois que le Bénin se retrouve
avec un parlement où il n'y avait pas d'opposition à cause de cette réforme. Exactement. Parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour se présenter. Pour qu'une liste d'un parti soit déposée à ces élections législatives dont il est question, il fallait beaucoup d'argent et les partis n'ont pas pu. Ils ont été exclus avec des conditions d'argent et finalement, le pays s'est retrouvé avec un parlement presque monocaméral puisqu'il y avait une seule couleur. Et ça a été un grave recul pour le Bénin parce que, vous savez, on est exigeant avec le Bénin parce que le Bénin a été le premier, élève de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il a été le premier pays à organiser la conférence nationale souveraine qui a fait tache d'huile après, on a tous vu. Et il y a eu au Bénin des alternances démocratiques. Soglo a perdu, il a quitté. Soglo 1 et Soglo 2. Kérékou a perdu, après il a quitté. Soglo 1, Soglo 2. Donc il y a eu une tradition d'alternance démocratique au Bénin. D'où ces interrogations peut-être aujourd'hui. On est exigeant avec le pouvoir parce qu'on considère qu'un bon élève, lorsqu'il devient un mauvais élève, ça rend encore l'évaluateur beaucoup plus exigeant. Juste pour ajouter un petit truc sur ce que mon co-débatteur disait, effectivement, le Bénin a toujours été considéré comme le cas d'école. Je l'ai même dit lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure. Effectivement, lorsque on voit le Bénin dans cette situation, ça inquiète un peu. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Effectivement, mais c'est que le président Patrice Talon, on essaie un peu d'expliquer son bilan économique qui essaie d'être un peu positif. Mais c'est beaucoup plus le côté politique. Mais le problème n'est pas forcément le président en tant que tel. C'est que lui, il est venu tenir un peu le serpent au milieu. C'est-à-dire que le Bénin, un peu comme d'autres pays qui ont été colonisés par la France, se trouve dans le précaré français. Ça se trouve que quoi? Lui, en fait, il est venu se baigner dans une rivière france-africaine, donc lui-même, il ne maîtrise pas trop bien. Parce que lorsqu'on commence depuis 1960, avec le premier président Hubert Maga, Christophe Soglo, et même jusqu'à Patrice Talon, en fait, tous les présidents ont été absorbés par le système france-africain. Parce que jusque-là, le Bénin utilise encore le franc CFA. Et le franc CFA est une monnaie qui n'est pas tout à fait béninoise. Et comme j'aime à le dire, c'est-à-dire dès lors que vous utilisez encore le franc CFA, vous êtes dans le giron france-africain. Parce qu'en fait, c'est quoi? Économiquement, vous ne dépendez pas de vous-même, vous dépendez de la personne qui gère votre monnaie. Ça se trouve que quoi? J'avais fait le schéma même la fois dernière. Lorsque vous avez deux pays, il y a le pays A et le pays B. Le pays B a une monnaie qui est dominée par le pays A. Le pays A, à travers cette domination-là, c'est ce pays-là qui oriente votre politique et votre stratégie de développement. Ce qui fait que quoi? Au Bénin, lorsque vous achetez par exemple un vêtement, vous achetez un bout de pain et tout, le pourcentage à travers ce que vous achetez est renvoyé en France parce que c'est la France qui détient la monnaie. Donc Patrice Talon, avec toute la bonne volonté qu'il peut y avoir en tant que président et tout le reste, mais c'est qu'il sera très difficile pour lui parce que n'oublions pas quand même que l'économie en fait partie des maillons de la chaîne politique d'un pays. Et lorsqu'un maillon est défaillant, ben c'est toute la chaîne qui va être en panne. Hein. Et donc sur ce, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que pour résoudre véritablement le problème du Bénin, mais de manière foncière, il va falloir que les Béninois procèdent avec la rupture pour qu'ils essaient un peu de bouter hors de leurs frontières ce système néocolonialiste qui essaie de maintenir ce pays-là dans le sous-développement abyssal. Frédéric Tchoumbi, je vous voyais réagir. Alors, moi, je veux réagir d'un point de vue économique parce que, bon, mon co-débatteur est un petit peu orienté la discussion vers là-bas, bien que nous l'ayons fait bien avant. Je pense que le Bénin est un pays que je trouve personnellement moins intéressant. Je le trouve intéressant économiquement et je trouve la présidence de M. Talon, d'un point de vue économique, très intéressante. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez, au Rwanda, monsieur le président Paul Kagame a mis en place Visite Rwanda. Et M. Talon a fait à peu près la même chose. Donc, je parle de cet aspect-là. Pourquoi? Parce que dans nos pays africains, de manière générale, lorsque je parle des pays africains, je parle d'Afrique subsaharienne, on a l'impression que nos dirigeants sont plutôt réfractaires au fait d'inviter les gens à venir chez eux. Je prends le cas par exemple du Cameroun, où les frais de visa lorsque vous n'êtes pas camerounais sont exorbitants. Et on voit quand même qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de ce président-là de faire bien les choses. Maintenant, le gros souci, c'est quoi? C'est que nous retombons dans les travers, c'est-à-dire qu'il a du mal à préparer sa succession. J'ai l'impression que ça bloque toujours à ce niveau-là. Moi, je
je ne vais pas juger là dans mon propos sa politique de manière générale, je juge le côté économique. Mais maintenant, le côté politique ne peut pas être omis. Donc, il y a toujours cette difficulté à préparer l'après. Pourquoi on est toujours dans ce schéma-là? Pourquoi il y aura toujours quelqu'un qui va venir briser le maillon, devenir le maillon de la chaîne, qui va nous ramener vers des systèmes politiques qui d'une manière, vont devenir totalitaires? Donc, c'est ce questionnement-là qu'on peut se poser. Il y a de très bonnes choses économiquement, qu'il ne brise pas tout ce qu'il a créé économiquement parce qu'il veut se maintenir. Qu'il parte en nous laissant un président qui, entre guillemets, je ne sais pas comment ils vont s'entendre, mais qu'on puisse avoir et se rappeler de M. Talon comme étant le précurseur en Afrique de l'Ouest du « venez investir chez nous, nous sommes ouverts à vous laisser la place » et qu'il ne devienne pas aujourd'hui, c'est-à-dire la caricature de lui-même, c'est-à-dire un président qui a souhaité rester là longtemps, trop longtemps, et qui au final on va se remémorer de lui dans l'histoire comme étant celui qui a souhaité rester et non pas celui qui a souhaité mettre en place une économie ouverte au Bénin. La question de l'après-talon, on va peut-être y revenir dans un court instant. On doit prendre une courte page de pause, de pub. On va revenir sur la question de l'après-talon et évidemment de la réaction de la classe politique et des personnes absentes qu'on n'a pas entendues. Je vous propose de rester sur Vox Live. On revient dans un instant. Merci d'être sur Vox Live, l'émission continue. Bénin, véritable tentative de coup d'État ou de coup de bluff, c'est ce que nous allons essayer de détailler tout au long de cette émission. Seydi Kaba, je vous voyais réagir sur la caricature dans laquelle ne doit pas tomber Patrice Talon. Absolument, non, je pense que les téléspectateurs et même les partisans de Talon auront compris qu'il ne s'agit pas d'un plateau des gens qui lui sont opposés et qu'on dit des choses lorsqu'elles sont bonnes et on les dit lorsqu'elles sont mauvaises aussi, on les dit. Et il a été rappelé à juste titre, à mon avis, l'effort qui a été fait par le Bénin. Vous savez, aujourd'hui, le Bénin, avec le Rwanda, fait partie des pays où un Africain n'a pas besoin de visa. N'importe quel Africain arrive au Bénin, on ne lui demande pas de visa. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose de très important, puisque au-delà, sur le plan politique, si on veut parler d'intégration africaine, il faut qu'au moins les Africains puissent se déplacer facilement sur leur propre continent. Je me souviens, moi, Ibrahim disait lors d'une rencontre à l'île Maurice sur l'intégration africaine, que lui, il a la nationalité soudanaise, la double nationalité soudanaise et britannique. Souvent, il lui était plus facile de se déplacer en Afrique en tant que Britannique qu'en tant que Soudanais. Donc, c'est une grave aberration. Et le fait, par exemple, que le Bénin, avec le Rwanda, ouvert ses portes à tous les Africains, a permis que beaucoup de gens viennent. Il y a eu une politique envers aussi les afro-descendants. Le Bénin a décidé, depuis récemment en tout cas, que les afro-descendants pouvaient prétendre à la nationalité béninoise, puisque beaucoup sont partis de côte béninoise pour aller dans des pays des afro-descendants. Et une politique a été développée avec le Brésil, avec d'autres pays où il y a des afro-descendants. Sur le plan culturel aussi, la récupération des objets, la France a fait une restitution et un processus de valorisation est fait. Et c'est justement parce qu'il y a un bilan comme ça qu'il faut partir dans de bonnes conditions. Parce que je pense que souvent, et on l'a rappelé dans l'émission, le problème qu'on a, c'est que les sortants veulent contrôler leur succession. Ce n'est pas leur rôle. Vous avez fait, celui qui doit vous succéder, c'est au peuple de décider. Ce n'est pas à vous. Donc vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie pour dire, voilà, puisque j'ai décidé que c'est un tel qui va me succéder, je veux tout faire pour lui baliser la route. Et tous ceux qui peuvent être des obstacles à ce projet-là, je les mets de côté. Donc, souvent, on tombe dans cette erreur. Et j'espère que le président Talon aura l'intelligence de ne pas tomber dans cette erreur. Parce que s'il tombe dans cette erreur, on retiendra plus les conditions dans lesquelles il était parti que le bilan économique ou financier qu'il va laisser. Ouais, en fait, moi, je fais partie de ceux qui pensent que moi, j'étais parmi les gens qui appréciaient le président Talon lorsqu'il est arrivé au pouvoir. En tout cas, moi, j'étais un fan du Talon, on va lui dire comme ça. J'appréciais l'homme, j'appréciais sa façon de faire et j'appréciais vraiment sa franchise lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, même en 2020, 2021, lorsqu'il y a eu coronavirus,
pendant que beaucoup de pays africains étaient en difficulté, ne savaient pas comment procéder avec le confinement et tout. Mais c'est que Patrice Talon avait fait une bonne proposition où il avait dit, bon, on ne va pas confiner totalement le Bénin, mais on va procéder par un confinement sectoriel. Parce qu'il s'est dit, bon, si on confine le Bénin de manière totale, c'est que voilà, les commerçants qui vivent du jour au jour, comment est-ce qu'ils vont faire et tout, parce que les activités vont être arrêtées et tout. Donc, en tout cas, il avait mis en place une bonne politique d'accompagnement. Et ça, vraiment, j'étais d'accord avec lui. J'avais apprécié cette façon de faire les choses. Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on lui repose, c'est le fait qu'ils essaient d'exclure un peu les fils et les filles du Bénin de la scène politique de leur pays. Alors que lorsqu'on est président de la République, il faut gérer le pays en bon père de famille. Il faut être quelqu'un qui vient pour unifier, non pour diviser. Parce que le pays, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. En fait, c'est le patrimoine commun de tous les Béninois. Ce que les Béninois ont de précieux, c'est le Bénin. Donc, je me dis que ce n'est pas à lui d'ailleurs de préparer même sa succession. Parce que c'est pas, en fait, on ne dirige pas un pays comme si on dirigeait une entreprise. Mais cette tentative de coup d'État avérée ou non, elle pose la question finalement de l'après-Talon, en fait. Ben justement, parce que comme je l'ai dit tantôt, 2026, ça serait l'échéance de son mandat. Et jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Est-ce qu'il va chercher à modifier la Constitution? Est-ce qu'il va chercher à briguer un troisième mandat? Ou encore il prépare un dauphin? Jusque-là, il ne dit rien. Donc ça laisse les gens dans l'interrogatoire. Mais c'est une interrogation qui est tout à fait légitime. Parce qu'un président de la République devrait déjà en amont essayer un peu d'apporter un peu de la lumière. Surtout que nous savons très bien que les conflits partent en Afrique, généralement, c'est avant la période électorale, sinon après, ou encore les résultats qui ont été contestés. Et nous avons vécu ça, par exemple, en Côte d'Ivoire, où il y a eu 3000 morts en 2010, et un peu partout et tout. Donc, vous voyez très bien. Donc, s'il peut essayer vraiment de regarder un peu ce côté-là, qu'il appelle un peu l'opposition, qu'il fasse table rase. Voilà, qu'il fasse table rase, qu'il revienne sur de nouvelles bases, qu'il comprenne que le pouvoir, c'est pour un temps, mais il a tout à gagner vraiment en pacifiant le pays. Parce que, comme je l'ai dit, je ne cesse de le marteler, le Bénin est un pays modèle en termes de démocratie. Ça a été rappelé ici, c'est le Bénin qui a donné un peu le là en ce qui concerne les conférences dans les années 1990, lorsqu'on devait s'orienter dans le multipartisme. Vous voyez très bien, donc c'est un pays modèle, c'est un pays pivot ou encore locomotive en ce qui concerne la démocratie. Donc il ne faut pas qu'on essaie de ternir l'image de ce pays-là. Et d'ailleurs, c'est même encore un pays hospitalier. Moi, j'ai beaucoup de mes frères, cousins, depuis Brazzaville qui partaient étudier au Bénin, mais ils m'ont toujours parlé bien de ce pays-là. C'est un pays accueillant, c'est un pays modèle. Et d'ailleurs, le Bénin aussi fait partie des rares pays en Afrique qui est resté encore ancré dans ses valeurs ancestrales profondes. Par exemple, le vaudou. Jusqu'à aujourd'hui, on célèbre ça. Il y a des jours, il y a vraiment un jour spécial où ils mettent vraiment, ils valorisent en tout cas cette valeur, cette tradition africaine. Donc c'est vraiment un pays culturellement parlant qui est très riche et même du point de vue capital humain parce que le Bénin regorge beaucoup des intellectuels. Donc je pense que Patrice Talon devrait essayer un peu de revoir sa politique. C'est vrai que lorsqu'on est président, bon, on a souvent cette espèce on va dire quoi, il y a cette espèce de ce pouvoir-là qui monte un peu à la tête. On se dit qu'on est plus fort, mais ce n'est qu'une illusion. Parce que le pouvoir, c'est pour un temps, mais il faut savoir partir. Frédéric Tchoungui. Je pense que sur ce plateau, nous sommes unanimes sur le fait, sur les progrès économiques, d'intégration régionale et d'intégration même mondiale que le Bénin est en train de mettre en place. Et c'est vraiment une locomotive. C'est-à-dire que de ce prisme-là, la présidence de M. Talon est une réussite. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'économiquement, au moins, on a l'envie de. C'est-à-dire que même si tous les résultats ne sont pas au beau fixe, il y a cette envie. Et parfois, cette envie manque dans les divers pays africains d'Afrique subsaharienne. Et le Bénin s'est quand même positionné depuis un certain temps comme étant le cheval de bataille ou le leader concrètement de ces avancées-là. Maintenant, ceci étant dit, nous avons donc nous arrivons donc au terme de l'échéance de la vie politique entre guillemets du second mandat pardon de M. Talon. Il est confronté à ses propres démons d'une certaine manière ou bien aux démons africains, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne comprend pas trop ce qui va se passer. En fait, lorsqu'on arrive toujours à la fin des mandats, on arrive toujours dans cette zone d'ombre en général, où va-t-il se présenter, ne va-t-il pas se présenter, et c'est comme ça souvent dans l'échiquier politique africain. Et
pour parler, par exemple, pour toujours faire la corrélation avec les réussites économiques de M. Talon, on voit qu'au niveau économique, ça a fonctionné. Il faut qu'au niveau politique, ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui assez durs avec le Bénin, parce que nous avons des grandes attentes du Bénin. Moi, je vous ai dit en 2016, lorsqu'il y a eu cette élection pacifique, moi j'étais un peu plus jeune et je regardais, parce que j'étais très engagé politiquement, je regardais ce qui se passait en Afrique de manière générale et je voyais qu'il y avait toujours un blocage. On voit le Bénin qui émerge de cette façon. Nous avons des grandes attentes et nous espérons que M. Talon pourra rentrer dans l'histoire comme étant un président qui a su laisser au bon moment et mettre le pays dans de bonnes conditions. On parlait d'échiquier politique à l'instant. Je voudrais vous interroger justement sur la réaction de la classe politique et le silence de certaines personnes, dont l'ancien président Thomas Boni Yayi. Qu'est-ce que ça traduit, ce silence-là? Est-ce que c'est trop tôt, en fait, pour s'exprimer sur cette tentative ou non de coup d'État déjoué? Quelle lecture on peut en faire? Yaya Boni, déjà, il faut rappeler que lui aussi, il est resté très, très lié à Patrice Talon. Hein, parce que Yaya Boni, lorsqu'il était président de la République, d'ailleurs, je pense que sa campagne avait été financée par Patrice Talon. Lui-même, il a dit, Talon, on était des amis, nous sommes des amis et nous resterons des amis. Il avait fait une déclaration comme ça lorsqu'ils ont fait leur réconciliation. Parce qu'on se souvient très bien, aujourd'hui, on parle de tentative de coup d'État, dont le président Patrice Talon serait victime. Mais ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé sous Yaya Boni. Yaya Boni, je crois que c'était pendant son deuxième mandat en 2012. Il y avait 3 personnes qui avaient été impliquées sur la tentative de coup d'État dont il aurait été victime. Il y avait sa nièce, il y avait son médecin et un de ses ministres. Et de ce fait-là, on avait fait reposer cette charge-là sur la tête de Patrice Talon, que comme quoi il aurait cherché à corrompre la nièce du président Yaya Boni pour essayer un peu de l'éliminer, de le déposer. Donc les deux sont rentrés en bisbille, Patrice Talon avait fui le pays et tout le reste. Donc on voit très bien que c'est des gens quand même qui se connaissent d'abord, avant la politique, mais aussi lorsque Patrice Talon est arrivé au pouvoir, comme je l'ai rappelé, le 27 novembre 2023, Yaya Boni, avec la délégation de l'opposition, ils sont allés voir le président Patrice Talon pour essayer un peu de discuter, laver le linceul en famille, pour qu'on essaie de libérer les opposants politiques. Voyez, et Patrice Talon était vraiment ferme dans sa position. Et on va se souvenir aussi les bisbilles qu'il y a eu entre le Niger et le Bénin. Mais d'ailleurs, je n'aime pas parler comme ça, le Niger et le Bénin, non. Les peuples du Niger et les peuples du Bénin, ils n'ont pas de problème. Mais les bisbilles, il y a eu entre les hommes politiques, voilà, etc. En ce qui concerne, par exemple, le pipeline qui devrait acheminer le brut du Niger jusqu'à Sémékodi. Donc on voit très bien que voilà, Patrice Talon n'avait pas apprécié un certain nombre d'éléments qui avaient été évoqués par les dirigeants politiques du Nigeria. Du Niger plutôt, il a fermé les frontières et tout. Et ça a été un manque à gagner quand même au niveau de l'économie béninoise. Ça se trouve que voilà, quelques entreprises quand même ont subi des coups durs, ont fermé et tout. Donc ça a fait un manque à gagner pour le pays, le Bénin. Et je me rappelle aussi, pour essayer de faire la réconciliation entre les deux présidences, notamment du Bénin et du Niger, c'était l'ex-président Nicéphore et Yaya Boni dont vous parlez, qui se sont déplacés pour aller au Niger pour rencontrer le président Tchani. Donc on voit très bien que Yaya Boni a toute cette volonté-là de vouloir que l'on reconstruise le pays avec beaucoup de courage, beaucoup de force et avec beaucoup de cohésion. C'est vrai qu'il ne s'est pas encore prononcé, mais je pense qu'on ne peut pas... C'est quand même une grande personnalité. Et comme le disait mon co-débatteur, en fait, on n'a pas encore tous les éléments. C'est vrai qu'il y a eu une tentative de coup d'État, le dossier n'a pas été encore ouvert. Donc je pense que lui aussi, il est pris dans cet élan-là de vouloir un peu observer avant de faire une sortie médiatique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même lui taxer peut-être du fait qu'il soit silencieux ou encore peut-être qu'il serait peut-être complice ou quoi. Non, je pense qu'il est en train d'abord d'observer. En tant qu'une grande personnalité politique de ce pays-là, il ne peut pas déjà faire une déclaration médiatique comme ça de peur qu'il puisse peut-être être mal jugé après. Voilà. Seydi Gaba, on l'a évoqué tout au long de l'émission, les preuves sont relativement fragiles pour l'instant pour affirmer que c'est un coup d'État. On parle de déstabilisation. Si coup d'État, tentative de coup d'État avérée il y a, est-ce qu'il peut avoir des répercussions pour les pays de la sous-région? Quand on parlait de cas d'école, on disait que le Bénin était quand même un bon élève. Qu'est-ce que ça peut entraîner dans les pays frontaliers de la sous-région? Je crois que pour l'instant, ça reste quand même une question intérieure. Et même sur le plan intérieur, vous avez rappelé à juste titre
lorsqu'on observe la réaction de la classe politique, elle fait preuve d'une extrême prudence. Sans doute qu'elle n'a pas assez d'éléments entre les mains pour pouvoir se prononcer dans un sens ou dans un autre. Ça peut se comprendre. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est clair que, compte tenu du contexte régional où il y a eu plusieurs coups d'État, il y en a eu au moins 5, même 6 si on met, parce qu'il y en a eu 2 au Mali, 2 au Burkina, 1 au Niger. Donc, dans le contexte sous-régional, c'est clair que une tentative de déstabilisation, ça peut alerter. Les gens regardent si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse avoir le moindre impact sur les relations bilatérales du Bénin avec les autres pays. Il a été rappelé le contentieux avec le Niger, qui est en voie de résolution, puisque la délégation de 2 anciens chefs d'État est venue à Niamey, et une délégation nigérienne de Ora, conduite par le ministre d'État à l'intérieur, le général Toumba, s'est rendue à Cotonou. Elle a rencontré, visiblement, après cette rencontre, c'était les modalités pratiques de la réouverture de la frontière qui étaient en discussion. Et à mon avis, ce dossier est encore en cours et qu'il va sans doute connaître un épilogue heureux, puisque le Niger a besoin du Bénin pour ses importations et les exportations, et le Bénin a besoin du Niger parce que c'est le principal client du port de Cotonou, puisqu'il y a le port de Lomé à côté, qui est un port en eau profonde, qui est d'ailleurs un des rares ports en eau profonde de la sous-région. Donc il y a cette situation, mais à mon avis, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, une possibilité que cela déborde au-delà du Bénin pour concerner les relations bilatérales, soit avec le Nigeria, qui est le puissant voisin, soit avec le Niger ou un autre pays. Alors, juste avant de vous laisser la parole, personnellement, enfin, on l'a vu sur ce plateau télé, on est très très prudent par rapport à nos analyses, parce que on va dire l'action s'est passée récemment et nous n'avons pas encore la suite, donc on ne sait pas encore quelles sont les intentions de telle ou telle partie dans ce conflit. Donc il est très important de savoir raison garder, de ne pas se lancer dans des analyses, comme vous l'avez posé la question, à savoir est-ce que ça va déstabiliser la sous-région. Pour l'instant, je ne le pense pas, parce que ça reste pour l'instant une affaire, entre guillemets, qui est à l'intérieur de l'État du Bénin, qui concerne certes la succession de monsieur Talon dans son effectivité, mais on reste quand même très prudent, parce qu'on verra dans les prochains jours comment cela va se désamorcer, nous l'espérons, afin que cela ne devienne pas, comment dire, pas, je vais employer le mot embrasé, mais je pense qu'il est un peu fort, mais que ça ne devienne pas réellement un phénomène qui conduira à... Qui puisse faire tache d'huile au maintien, donc qui conduira dans un premier temps au maintien de M. Talon au pouvoir ou au contrôle de sa succession, et ensuite maintenant à une tache d'huile dans la sous-région. Donc on est un peu dans ce paradigme-là, à savoir, nous attendons, même si, quand on regarde l'historique politique, là je reste d'un point de vue politique, on a parlé d'économie là maintenant politique, on sent quand même que les choses sont un petit peu difficiles au niveau du Bénin, dans le sens où il y a eu difficulté pour l'opposition de se présenter en 2019. Ça, il faut le rappeler, c'est important. Donc on arrive maintenant en 2024, il y a cette situation qui se pose. On est un peu décontenancé dans le sens où on se demande, est-ce que nous ne sommes pas donc à l'aube de malversations qui vont conduire à la réélection ou au maintien au pouvoir de M. Talon, alors qu'il ne peut plus se présenter aujourd'hui. Mais je pense que nous tous ici, nous sommes quand même assez positifs pour nous dire que, bon, c'est un phénomène qui est arrivé. Les choses vont se remettre en place normalement pour que le Bénin puisse avoir cette transition et ne pas embraser la sous-région qui est déjà, aujourd'hui, assez dans une situation plus ou moins peu confortable. Jacques Mounombo. Oui, non, c'est-à-dire, c'était pour dire que par rapport aux éléments qui ont été reprochés à Olivier Boko et son compagnon, l'ex-ministre de Sport, c'est qu'on a parlé de la corruption des fonds publics, on a parlé également de l'atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que lorsque vous êtes dans une affaire de ce genre, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est un crime politique et vous devez répondre de vos actes. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire confiance à la justice béninoise. C'est à la justice béninoise de faire son travail, de bien faire son travail, de prendre une position d'impartialité.
Le co-débatteur l'a rappelé tout à l'heure. Par exemple, le Sénégal nous a montré l'exemple lorsque le torchon brûlait entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Et le Conseil, le Conseil constitutionnel avait tranché l'affaire. On a bien vu que on s'est dit, mais les problèmes africains peuvent se régler aussi dans l'amiable, sans qu'il y ait des jérémiades, tout ça, pour dire que voilà, la justice est inféodée à qui que ce soit. Non. Donc il faudrait que la justice fasse son travail. Si réellement ils sont impliqués, ils vont écouper le nombre d'années qu'on va leur donner. Maintenant, pour chuter, pour finir peut-être, si vous me permettez, c'est que il faut qu'on comprenne que aujourd'hui, le Bénin, comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand pays, c'est un pays modèle, c'est un pays qui a montré le là au niveau de la sous-région, et que si réellement Olivier Boko est dans cette affaire-là, mais pourquoi est-ce qu'il a tenté à faire un coup d'État, sachant que déjà il avait laissé transparaître son rêve de vouloir être candidat à l'élection 2026. Il aurait pu attendre. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Je pense que les téléspectateurs pourraient peut-être apprécier ce que nous venons de dire. On les laissera réagir sur nos réseaux sociaux et nos différentes plateformes. On arrive au terme de l'émission Bénin, véritable tentative de coup d'État ou coup de bluff. Merci messieurs d'avoir été sur ce plateau. Jacques Munombo, merci. Frédéric Tchungui, merci. Et Sedi Kaba, merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. À très vite sur Vox Live.